Bonsoir à tous et bienvenue dans Enquête criminelle, votre émission des faits divers. Ce soir, nous avons une victime, la gérante d'un hôtel, et 10 suspects potentiels, ses 10 clients. Tout de suite, le sommaire. Cet hôtel, c'est l'élément central. C'est assez sympathique parce qu'en fait, c'est familial. Quand vous regardez de l'extérieur, ça fait comme un chalet. Ça m'a plu. Et Nathalie, ça lui plaisait aussi. C'était une lumière. Voilà, un petit soleil dans son clos des roses. C'était un hôtel dans lequel elle recueillait des gens qui étaient en très grande difficulté. C'était des gens qui avaient des gros problèmes d'argent. Cette personne a été battue à mort. Ils vont constater qu'elle est sur le ventre, que ses mains sont attachées dans son dos. Des homicides, on a l'habitude d'en traiter, mais celui-là, c'est quelque chose de particulier. L'argent de la caisse a disparu. Donc, pas besoin d'être grand clair pour imaginer que le meurtrier est un client d'hôtel. Il y a 10 clients, donc 10 suspects. Le 15 octobre 2010, un corps est retrouvé, dissimulé sous des branchages près de la forêt de Marly dans les Yvelines. Il porte des traces de coups violents, ses mains sont liées. C'est le corps de Nathalie Villermé. Cette belle et généreuse Quadra est mariée depuis 25 ans. Elle est mère de 2 enfants et gérante d'un petit hôtel, le Clos des Roses. C'est dans ce lieu que les enquêteurs vont concentrer leurs recherches. Il y avait 10 clients au moment des faits, 10 suspects potentiels. L'un des locataires attire leur attention. Il évoque une relation avec l'hôtelière. Réalité ou fantasme? Une enquête de Lionel Bayon pour Tony Comiti Productions. Vendredi 15 octobre 2010, nous sommes dans la forêt de Marly, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Paris. Il est 11 h. En cette froide matinée d'automne, les ramasseurs de champignons sont à la cueillette lorsque l'un d'eux va faire une terrible découverte. Un ramasseur de champignons va avoir l'attention attirée par une forme en bordure de la route forestière, un tas de branchages, de feuilles de lierre, mais une espèce d'amas de végétation. Donc il va s'approcher de ce tanière et il va avoir une paire de bottes. Il aperçoit les chaussures de la victime et puis sa tête. Il ne faut pas avoir fait police technique et scientifique pour se rendre compte que c'est un corps ici qui est dissimulé sous ces branchages et sous ce lierre. Aussitôt, le ramasseur de champignons prévient les secours. Et d'emblée, les gendarmes vont mettre un nom sur le corps de la victime. Les gendarmes font immédiatement le rapprochement avec une disparition, entre guillemets, inquiétante, qui leur a été signalée quelques heures plus tôt. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Nathalie Villermé. Elle tient le bar, hôtel, restaurant, le Clos des Roses, au cœur des Yvelines. Quelqu'un a tué la jolie patronne de l'hôtel Clos des Roses. Mais qui? Les enquêteurs l'ignorent encore. Mais cette affaire va les emmener dans un incroyable jeu de pistes digne d'un roman d'Agatha Christie. Un crime dont le coupable se cache probablement parmi les clients de cet hôtel. Des homicides, on a l'habitude d'en traiter, mais celui-là, c'est quelque chose de particulier. Il y a 11 chambres, 10 clients, donc 10 suspects. Il enregistrait toutes les émissions et il se les repassait image par image parce qu'il regardait les petites culottes des femmes, il disait qu'il arrivait à voir les petites culottes. Mais non, c'est pas possible, c'est pas lui. C'est pas possible. Après ton tas d'or, tout perdu. C'est la fin. Plus envie de vivre, on n'a plus envie de rien. Tout commence quelques heures plus tôt, ce même vendredi 15 octobre 2010. Il est 7 h du matin, lorsque Marc, le compagnon de Nathalie, appelle la gendarmerie pour signaler sa disparition. L'homme est mort d'inquiétude, car sa femme n'a pas donné le moindre signe de vie depuis la veille au soir.
J'avais appelé le soir à 8 h, comme d'habitude. On m'avait dit, je vais pas rentrer trop tard, je vais pas tarder à partir et tout. Quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'elle était pas dans le lit, je suis dans le canapé, il était pas. Non, je comprenais pas, j'étais jamais arrivé. Marc en est persuadé. Il est arrivé quelque chose de grave à Nathalie. Et il va vite apprendre que ses craintes étaient fondées. On m'appelle, la gendarmerie, ils me disent, on a retrouvé Nathalie. Ils me disent, on va parler. Pour vous, c'est l'incompréhension totale. Ouais. C'est une chose qu'on... Ça ne va pas nous arriver, c'est pas possible. Marc est bouleversé, d'autant qu'avec Nathalie, il formait un couple depuis 25 ans et semblait nager en plein bonheur. J'ai rencontré Nathalie dans un café. Elle était serveuse. Un soir, je l'ai raccompagnée. C'est quelqu'un qui recherchait vraiment à refaire sa vie, avoir des enfants. C'était son but, voilà. Donc je l'ai pris au mot, j'ai dit, si tu veux vraiment refaire ta vie et tout, moi je suis prêt qu'on se mette ensemble. Ça a été le coup de foudre tous les deux. De toute façon, il l'a dit. Le jour où il l'a rencontrée, ce sera la mère de mes enfants, ce sera ma femme. Marc était éperdument amoureux de cette jolie fille aux yeux bleus électriques. Nathalie Villermé, quand on regarde des photos d'elle, c'est vrai qu'elle attire le regard. Une belle femme, elle est plutôt mince, elle a les yeux bleus intenses. Elle est belle naturellement et elle est gracieuse. Bien sûr, on se retournait sur elle. Bien sûr. Je dis pas que j'ai été jaloux, mais bon, je surveille. De leur union naissent Eddie en 1988, puis 2 ans plus tard, Anthony. On était vraiment un couple heureux, c'était... Je sais pas comment expliquer ça. Le père de famille est anéanti, sa peine incommensurable. Et c'est loin d'être le seul choc. Car les enquêteurs lui apprennent que Nathalie est morte dans d'abominables circonstances. Il semble que Nathalie Villermé ait été victime d'un début de strangulation, probablement avec l'écharpe qu'elle avait d'ailleurs autour du cou. Le médecin légiste indique également des coups reçus à l'arrière du crâne. Plusieurs coups frappés fort derrière la tête. Les premiers sentiments, c'est que cette personne a été battue à mort. Et ce n'est pas tout. Avant de mourir, Nathalie Villermé aurait subi un véritable calvaire. Ils vont constater qu'elle est sur le ventre, que ses mains sont attachées dans son dos et elles sont attachées par une ceinture. Et comme elle n'a pas de ceinture à son pantalon, ils en déduisent que c'est sa ceinture. Les enquêteurs découvrent également que le corps de Nathalie a certainement été transporté. On n'a pas retrouvé de sang. Le sang, on le trouve bien sûr au niveau du corps, mais à proximité, eh bien on n'en a pas. Nous sommes certainement sur un crime qui n'a pas été forcément commis sur place. Cette femme a trouvé la mort ailleurs et son corps a ensuite été déposé là et camouflé de la sorte. Des homicides, on a l'habitude d'en traiter, mais celui-là, avec une personne qui porte des traces de coups, les mains attachées dans le dos, dans une forêt, c'est quelque chose de particulier. Une enquête est ouverte pour meurtre. Elle est confiée à la section de recherche de Versailles. Alors, que s'est-il passé? Les gendarmes ont déjà leur petite idée sur la question. Car selon Marc, le compagnon de Nathalie, le soir du drame, elle n'a pas quitté son hôtel les mains vides. Quand elle partait, on met la caisse, bien sûr, avec elle. On est à la maison. Mais des fois, elle pouvait avoir 2 000 à 3 000 euros. Or, sur la scène de crime, les enquêteurs ne retrouvent rien. On ne retrouve pas son sac à main, on ne retrouve pas ses clés, et on ne retrouve pas sa voiture non plus. L'argent de la caisse a disparu. Nathalie a-t-elle été victime d'un crime crapuleux? C'est ce que vont penser les gendarmes quand ils vont retrouver la voiture de la victime.
Ce véhicule utilitaire blanc va être retrouvé environ à 7 km du lieu de découverte du corps. Quand on est informé de cette découverte, on procède à des investigations à l'intérieur même du véhicule. La recette a disparu. Le ou les meurtriers sont partis en emportant tout. L'hypothèse est d'autant plus crédible que Nathalie Villermé était la gérante d'un hôtel-bar-restaurant un peu particulier. Au Ménil-le-Roi, depuis 5 ans, le Clos des Roses était devenu un lieu incontournable. C'est le seul établissement de la ville, c'est une petite bourgade de 6000 habitants. C'est vraiment quelque chose de quartier, une ambiance de petits, on va dire, de bar de campagne. C'est assez sympathique parce qu'en fait, c'est familial. C'est tenu par elle, par ses enfants. C'est en 2005 que Marc et Nathalie ont le coup de cœur pour ce petit établissement atypique situé en banlieue parisienne. Quand vous regardez de l'extérieur, ça fait comme un chalet. Ça m'a plu. Et puis c'était une grosse affaire. Je pensais que, je sais pas, ça me plaisait. Et Nathalie, ça lui plaisait aussi. C'est quand même son bébé, c'est elle qui l'a monté. Cette vidéo tournée par un client quelque temps avant la mort de Nathalie en témoigne. Derrière son comptoir, elle semblait heureuse et inspirait une ambiance joyeuse et amicale. Il y avait une vie qu'elle insufflait. C'était une lumière, voilà, un petit soleil dans son Clos des Roses. Elle aimait le contact avec les clients, discuter, rigoler, elle aimait s'amuser, faire des petites belotes, jouer aux fléchettes. Il y avait une bonne ambiance, il y avait des personnages et des couples, mais vraiment d'un certain âge. Alors, comment imaginer qu'un tel drame allait se profiler? Rien ne pouvait le laisser présager. Rien, ou presque. Car si, côté bar, la clientèle paraît au-dessus de tout soupçon, du côté de l'hôtel, c'est une toute autre histoire. La partie hôtel, c'est paradoxalement un lieu social. C'est ni un hôtel de luxe, ni un hôtel qui accueille des touristes. C'était un hôtel dans lequel elle recueillait des gens qui étaient en très grande difficulté. Il y a des clients qui sont en fait, pour certains, envoyés par la DAS ou envoyés par des services sociaux. C'était des gens qui recherchaient soit des appartements ou qui avaient des gros problèmes d'argent. Et elle était là pour les écouter et les aider. Les enquêteurs se demandent si Nathalie n'aurait pas été victime de son bon cœur. Le meurtrier se trouve peut-être dans l'une des chambres du Clos des Roses. N'oublions pas que la recette a disparu, donc pas besoin d'être grand clair pour imaginer que le meurtrier est un client de l'hôtel. Cet hôtel, c'est l'élément central. Il y a 10 clients, donc 10 suspects. Le lendemain de la découverte du corps, les gendarmes investissent l'hôtel de Nathalie pour interroger les 10 suspects. Et pour l'instant, ils n'ont qu'une seule certitude. Une seule. On sait qu'à 20h30, on est au Clos des Roses. Nathalie Villermé appelle Marc pour lui dire qu'elle va le rejoindre. Elle lui a dit le jeudi soir, je termine ce que j'ai à faire et je rentre. Et ensuite, on la retrouve le lendemain à 11h30 dans la forêt de Marly. Donc évidemment, la mort est intervenue entre ces deux horaires. Alors, qui parmi les 10 clients aurait pu tuer Nathalie dans la nuit du jeudi au vendredi, entre 20h30 et 11h30 ? C'est Véronique, la cliente de la chambre numéro 5, qui va livrer un début de réponse. Elle va leur déclarer que la veille au soir, c'est-à-dire le jeudi soir, Nathalie Villermé a quitté l'hôtel. Seulement, d'après ce témoin, ce soir-là, Nathalie n'est pas partie toute seule. Voici sa déclaration. Nathalie a fait la caisse, puis elle est partie vers 20h30 avec Patrice. Elle est partie avec un des clients de l'hôtel. Véronique les voit partir et elle désigne ce client comme étant Patrice Chevalier. Patrice Chevalier, le client de la chambre numéro 6, serait donc la dernière personne à avoir vu Nathalie Villermé vivante.
Les enquêteurs décident immédiatement de l'entendre. Et face aux gendarmes, ce divorcé, père de 2 garçons, apparaît comme quelqu'un qui n'a pas du tout le profil du meurtrier. Bien au contraire. C'est un type qui a 47 ans, qui est un espèce de touche-à-tout sur un plan professionnel. Il a été tantôt imprimeur, tantôt agent immobilier, tantôt chauffeur-livreur. Il a eu sa vie un peu fracassée par un accident de voiture qui l'a rendu hémiplégique, en tout cas pour un temps, après une 30aine de jours de coma. Il s'est pris un mur de pleine face, qu'il aurait pu mourir. Il a mis des années à se remettre de son accident. Il a été en centre pendant des mois pour réapprendre à parler. Et depuis, il a du mal à remettre le pied à l'étrier. Patrice Chevalier nie avec force toute implication dans la mort de Nathalie Villermé. D'ailleurs, il a un alibi. Il nous dit qu'il est parti avec Nathalie Villermé en voiture vers 20h30, 21h. Il a une maîtresse à Poissy et puis il va expliquer aux enquêteurs que effectivement, ce soir-là, il avait demandé à Nathalie de le déposer à Poissy. Elle a accepté, elle l'a emmené jusqu'à Poissy. Il lui a fait signe au revoir, elle a fait demi-tour et elle est repartie sur cette route. Élise, sa maîtresse, s'est entendue par les gendarmes et elle confirme qu'elle a bien passé la nuit avec Patrice Chevalier. Et Patrice Chevalier de raconter aux enquêteurs qu'il n'a surtout aucune raison de tuer celle qui lui a sauvé la vie. Voici ce qu'il déclare. Nathalie, je la considère comme une amie. Elle est dans mon cœur. Elle compte beaucoup pour moi. C'est une personne pour qui je donnerai ma vie. Ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Les gendarmes ont en face d'eux un homme qui est littéralement rongé par le chagrin. Parce que Nathalie Villermé lui a donné du boulot, elle lui faisait quelquefois crédit sur les loyers. Patrice Chevalier, c'est un peu l'homme à tout faire. Quand on a un besoin, on fait appel à lui. Donc il vide les poubelles, il tient le bar de temps en temps, il fait les chambres. Donc il a perdu, son ange gardien, celle qui l'avait accueilli dans son hôtel. Il avait retrouvé une vie grâce à elle, il lui devait tout. Et Patrice Chevalier devant les enquêteurs d'ajouter: J'ai pas de mobile là-dessus. Pourquoi voulez-vous que j'aille bousiller ce qui m'ancre dans ma vie à l'heure actuelle, ce qui me permet d'oublier que j'ai plus mes enfants, que j'ai eu un accident, que je suis en train de progresser? Pourquoi voulez-vous que je bousille ça? D'ailleurs, les proches de Nathalie l'attestent. Patrice, le client dévoué de la chambre numéro 6, est au-dessus de tout soupçon. J'avais confiance en lui. Une fois, je m'en rappelle là, il m'a dit « T'inquiète pas, Marc, je raccompagne Nathalie des fois le soir jusqu'à la voiture parce que sur le parking, il fait noir, on sait jamais. T'inquiète pas, là, en sécurité, je suis là. » C'est un proche, c'est un copain, c'est un habitué. Personne ne le soupçonne. Le matin de la disparition de Nathalie, Patrice se trouvait même aux côtés de Marc, à remuer ciel et terre pour la retrouver. On a cherché dans les bois, partout. On a fait tout, Ménil-le-Roi, tous les alentours. On cherchait sa voiture après. Je dis, sa voiture, elle est bien quelque part. À cet instant, rien ne permet de mettre en cause Patrice Chevalier. D'autant que l'homme va orienter les enquêteurs vers une autre piste, très alléchante celle-là. Et c'est un autre client de l'hôtel. Selon Patrice, à l'hôtel du Clos des Roses, Nathalie Villermé avait peut-être un ennemi, le locataire de la chambre numéro 9. Il nous dit, écoutez, dans l'hôtel, il y a d'autres personnes, il y a notamment Fabrice. Fabrice, qui est un des plus anciens clients de l'hôtel, si ce n'est le plus ancien, qui est là depuis 2002-2003. Que ce Fabrice en question, locataire de la chambre 9, est en disgrâce avec Nathalie. En tout cas, ils sont un peu en embrouille tous les deux. La gérante avait même confié à son compagnon avoir des relations très tendues avec ce résident. Elle m'avait dit que quand il buvait, il parlait mal, c'est quelqu'un plus ou moins violent. Déjà, Nathalie avait eu 2-3 problèmes avec lui. Elle l'a même giflé une fois, un soir, qu'il avait mal parlé à sa serveuse. Nathalie Villermé a été jusqu'à le gifler.
Et c'est quelque chose qui est inscrit dans la mémoire des clients de l'hôtel. Pire encore, peu de temps avant le meurtre, Fabrice aurait même volé dans la caisse lorsque Nathalie avait le dos tourné. Il a été pris en train de piquer dans la caisse, en flagrant délit, alors qu'il avait la confiance de Nathalie Villarmé. Donc, c'est pour ça qu'elle lui avait dit « tu viens plus dans le bar ». Il avait sa chambre ici, donc il restait locataire, mais il rentrait plus dans le bar. Et donc, peut-être que ça a nourri une rancœur suffisante pour entraîner ce qui s'est passé. Fabrice aurait-il récidivé le soir du crime? Le vol aurait-il mal tourné? Pour les gendarmes, il est urgent de l'interroger. Dans les bureaux de la section de recherche, le suspect avoue qu'il a du mal à joindre les deux bouts. Mais il dément être l'auteur du crime de Nathalie. Il hurle aussi fort que possible qu'il n'a rien à voir dans tout ça. Il dit même d'ailleurs que le vol, c'est une rumeur, mais qu'il est innocent. Et voici ce que Fabrice déclare. J'ai été accusé à tort. C'était une erreur de caisse. Je n'ai jamais volé d'argent à Nathalie. Et finalement, il va y avoir de la chance parce que la technologie va le sauver par les vérifications téléphoniques. On va s'apercevoir que le soir des faits, son téléphone n'a pas bougé de l'hôtel. Donc on va pouvoir l'écarter de l'affaire. Pour les gendarmes, force est de constater que la piste du client de la chambre numéro 9 ne tient pas. Pas plus d'ailleurs que celle des autres pensionnaires du Clos des Roses. Les enquêteurs font le tour des clients de l'hôtel. Et on ne trouve rien. De toute évidence, parmi les 10 suspects, il y a un menteur doublé d'un assassin. Mais qui est-ce? Pour l'instant, l'homme se joue des enquêteurs. Mais un nouvel élément va tout changer et mettre enfin un nom sur le meurtrier présumé. En ratissant la forêt de Marly, les gendarmes vont faire une découverte inespérée. Le meurtrier de Nathalie a laissé des traces derrière lui. On va trouver un morceau de bois d'à peu près 90 cm. Une bûche qui supporte des traces de sang. Pour nous, c'est un élément important. Ça peut être l'arme du crime, donc il est saisi et adressé au laboratoire. On va retrouver de l'ADN sur une partie, un ADN bien connu puisque c'est celui de Madame Villarmé. Les gendarmes viennent de mettre la main sur l'arme du crime. Et ce n'est pas la seule découverte des experts. Sur ce bâton, à l'autre extrémité, il y a un ADN qui n'est pas celui de Nathalie. Et il se trouve que cet ADN inconnu est également retrouvé, le même, sur la ceinture qui liait les mains de Nathalie Villarmé. Donc on a le même ADN sur la ceinture et sur le gourdin. Aussitôt, cet ADN est comparé à celui des 10 clients du Clos des Roses. Et là, bingo. Ils vont avoir un nom, et le nom c'est Patrice Chevalier. L'homme, au-dessus de tout soupçon, aurait-il menti? L'employé de Nathalie aurait-il tué son ange gardien? Une chose est sûre, les gendarmes sont convaincus de tenir le coupable. Là, on se dit, c'est bon, on a les traces d'ADN sur sa ceinture, c'est ce qui a servi à lui ligoter les mains de la victime dans le dos, donc il ne va pas pouvoir nier. Et pourtant, si. Sur le champ, Patrice Chevalier est placé en garde à vue. L'homme est sur le grill. Les gendarmes le confrontent à la présence de son ADN sur l'arme du crime et sur la ceinture de la victime. Seulement face aux enquêteurs, le client de la chambre numéro 6 ne se démonte pas, bien au contraire. Il a une réponse. Il a des réponses à tout. Le gourdin, c'est très simple. Alors qu'ils roulaient ensemble dans la voiture avec Nathalie Villarmé, il y a une branche qui serait coincée au niveau de l'essieu arrière du véhicule. Il descend et il prend un bout de bois qu'il ramasse à proximité de la voiture et il va essayer de retirer ce qui semble coincer une roue.
Et Nathalie lui dit, bah écoute, de toute façon tu le gardes, on fera du feu dans la cheminée, à l'hôtel. Il a précieusement laissé ce morceau de bois à disposition de Nathalie. Après ce qui se passe, il sait pas. Lui va dire si quelqu'un a utilisé le morceau. En tout cas, c'est pas moi. L'explication est pour le moins tirée par les cheveux. Patrice Chevalier ne convainc pas les enquêteurs. Reste la ceinture de la victime. Pourquoi y avait-il son ADN? Mais là encore, l'homme a une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Il prétend être l'amant de Nathalie. Il va venir nous expliquer qu'en réalité, il a eu une aventure avec Nathalie. Depuis quelques semaines, on se tournait autour. Elle a succombé à mes charmes. Il se présente comme un séducteur né. Comme quelqu'un qui a eu pas mal de conquêtes dans sa vie. Il est décrit par ses amis d'enfance comme étant un hyper séducteur. Il a toujours plein de nanas. Et justement, selon le Don Juan du Clos des Roses, l'après-midi du crime, il aurait eu une relation intime avec Nathalie dans l'une des chambres de l'hôtel. Le jeudi, j'ai passé la journée avec Madame Villermé. Comment ça, vous avez passé la journée? Ben oui, nous avons repeint un appartement, une pièce. À un moment, Nathalie a fait un petit malaise. Donc je l'ai prise à bras-le-corps pour la descendre. Et je la rattrape au niveau des hanches par la ceinture. Et Patrice Chevalier de poursuivre. Nathalie est arrivée derrière moi. Elle m'a mis les mains sur les épaules. Et je l'ai embrassée. Il nous dit aussi que, finalement, ça s'est pas arrêté là. À ce moment-là, il est venu se coller contre moi, et on a même eu un début de relation intime, donc ça peut expliquer qu'il y ait mon ADN sur la ceinture. Patrice Chevalier n'aurait donc rien à voir dans ce meurtre. Plus surprenant, le suspect affirme que contrairement aux apparences, le couple Villermé battait de l'aile. Il décrit aux gendarmes une femme un peu abandonnée par son compagnon, par Marc, un peu délaissée. Elle était plus heureuse avec Marc et donc c'est elle qui aurait été entreprenante à son égard. Selon Patrice Chevalier, c'est Nathalie Villermé qui le provoquait. C'est elle qui prenait les devants. Elle était un peu allumeuse. Elle me disait en plaisantant quand elle ne mettait pas de culotte. Elle me plaisait, c'est vrai, mais je ne l'ai jamais draguée par principe. Pour les gendarmes, la version de Patrice Chevalier a de quoi surprendre. Et pourtant, ils ne vont pas tarder à découvrir que le suspect a peut-être dit la vérité. Puisque on décrit Nathalie comme une épouse délaissée, on va vérifier un petit peu ce que fabrique Marc. Et du coup, les gendarmes vont mettre une bretelle, une écoute téléphonique, sur la ligne de Marc, le compagnon de Nathalie. Et ce que les enquêteurs vont entendre va jeter le trouble. Tout le monde va tomber de haut. Car un mois seulement après le drame, Marc appelle une dénommée Claudine. Voici un extrait de leur conversation. Allô? Ouais, ça va. Quand est-ce que tu veux que l'on se voie? Moi, pendant 19 ans, je me suis déplacé jusqu'à Versailles. Alors maintenant, c'est à toi de te déplacer si tu veux me voir. Ok, à demain mon amour. Nous sommes surpris d'apprendre que Marc semble avoir une maîtresse. En gros, il explique à sa maîtresse que sa femme vient de décéder et que la place est vide et qu'il faut vite venir la combler. Et là, ça accrédite plutôt la thèse de Chevalier, de Patrice Chevalier, qui lui dit cette femme était une femme délaissée, donc c'était ma maîtresse. Et si c'est le cas, le coup du bâton, c'est peut-être vrai. Et puis l'ADN dans la ceinture, c'est peut-être vrai aussi. Alors, Patrice Chevalier a-t-il dit la vérité? Aussitôt, le compagnon de Nathalie est convoqué à la gendarmerie pour s'expliquer. Mais malgré les écoutes téléphoniques, Marc nie l'adultère.
Marc va reconnaître effectivement qu'il est très ami avec cette femme, mais il conteste avoir une relation sentimentale ou une relation intime avec elle. Nathalie, elle était tout à fait au courant de cette relation de camaraderie qui était une relation plus poussée que des camarades. C'était vraiment des amis intimes. D'ailleurs, Marc raconte aux enquêteurs que, contrairement à la déclaration de Patrice Chevalier, il vivait avec Nathalie un bonheur sans nuages. Marc apparaît comme une personne très sensible et très aimant à l'égard de sa compagne. Il n'y a aucun problème de couple qui permet... Ah non, pas du tout. Jamais il y a eu de problème entre nous, jamais il y a eu de séparation. Non, on était vraiment bien. Fallait les voir, ils étaient heureux. 25 ans de vie commune, mais heureux pendant 25 ans. Le couple avait même des projets. Peu de temps avant la mort de Nathalie, ils avaient fait ensemble un voyage. Ça avait été pratiquement une lune de miel. Et chose extraordinaire, après 25 ans de vie commune, ils avaient projeté de se marier. Ils devaient se marier là, dans les mois qui venaient. Donc, on peut pas me dire que c'est un couple qui ne fonctionne pas. Et ce n'est pas tout. Pour Nora, sa meilleure amie, jamais Nathalie n'aurait trompé son futur mari. C'est impossible de la part de Nathalie. C'est une personne, c'est comme ça, c'est droit. Dans ses sentiments, elle est droite. Dans l'amitié, elle est droite. C'est une personne droite. Patrice Chevalier aurait-il tout inventé pour se disculper? À ce stade de l'enquête, le crime de la belle hôtelière demeure un mystère, mais plus pour très longtemps. Les gendarmes décident de retourner à l'hôtel et perquisitionner la chambre numéro 6, celle de Patrice Chevalier. Et ils vont y découvrir un élément accablant qui prouve que l'homme ment, et cela depuis le début. En examinant un des portables de Patrice Chevalier, on va découvrir une cinquantaine de photos de Madame Villarmé, des photos qui sont toutes très orientées. On voit essentiellement ses fesses, ses seins, ses cuisses. C'est des photos qui sont prises sous la table. On va se retrouver avec une quantité de photos dont on voit immédiatement que ce sont des photos volées. Ces photos retrouvées dans le portable de Patrice Chevalier et prises à l'insu de Nathalie le prouvent. Contrairement à ses déclarations, l'homme nourrissait une fascination malsaine pour sa patronne. En réalité, Chevalier était obsédé par Nathalie. Même s'il nous dit qu'il est provoqué par Madame Villarmé, on a plutôt tendance à penser que c'est un petit peu l'inverse. C'est lui qui est en quelque sorte flashé sur Madame Villarmé. Et le témoignage des proches de Patrice Chevalier ne va pas arranger ses affaires. Sandrine, son ex-femme par exemple, en dresse un portrait au vitriol. Il avait un truc bizarre, hein, déjà à l'époque. Il y avait l'émission, vous savez, les mariés de la 2, là. Il enregistrait toutes les émissions et il se les repassait image par image parce qu'il regardait les petites culottes des femmes. Il disait qu'il arrivait à voir les petites culottes. Et voilà, il passait son temps, ça l'amusait. Au lieu d'aller chercher du travail, il passait son temps à enregistrer ça et regarder image par image. Selon son ex-épouse, Patrice avait un appétit sexuel insatiable. J'espérais une vie de couple comme monsieur et madame tout le monde. Et ça n'a pas été du tout, mais alors pas du tout ça. Il tenait comme un calendrier et il notait les jours où on avait eu un rapport. Et si ça faisait plus de 2 jours, je me faisais incendier. Et lui, il estimait que dans un couple, on doit avoir des rapports tous les jours. Enfin, voilà, il était un peu barjot, quoi. C'est quand même pas n'importe qui comptabilise le nombre de relations sexuelles qu'il a eues avec sa femme, sur un calendrier. Quand on entend ses ex, il est rhabillé pour l'hiver. Hein. Une séduisante patronne d'hôtel et un client obsédé par elle. Pour les gendarmes, le cocktail est explosif.
D'autant qu'à en croire Nora, la meilleure amie de Nathalie, la belle gérante, avait dû à plusieurs reprises rabrouer son admirateur. Elle m'a dit c'est lui qui avait fait plus ou moins des avances et que Nathalie a repoussé ses avances. On peut penser que devant le refus, il est rentré dans une colère et à ce moment-là, il l'aurait tué. Patrice Chevalier aurait-il tué Nathalie Villermé sur un coup de tête? C'est plausible. Mais pour Nora, la meilleure amie de la victime, peut-être y a-t-il une autre explication. Car Patrice Chevalier était un client sur la sellette. Écoute, si tu vois que vraiment t'en as marre, vire-le. Si tu vois que ça va pas, vire-le. Et elle m'a dit, je vais voir, je pense que ça va se régler. Elles s'en seraient séparées, je pense qu'elles s'en seraient séparées. Elle n'aurait pas attendu la fin de l'année. Si elle met ses menaces à exécution, lui, Patrice Chevalier, il perd tout. Il perd son logement, son boulot et en même temps son affection à l'égard de cette femme. Pour les gendarmes, cela ne fait aucun doute. L'assassin de Nathalie Villermé est le client de la chambre numéro 6. Et comme si cela ne suffisait pas, ils vont découvrir que quelqu'un a assisté au meurtre cette nuit-là. 3 semaines après la mort de Nathalie, Sandrine demande à parler à nouveau aux enquêteurs. L'ex-épouse de Patrice va leur raconter une histoire à peine croyable. L'après-midi du crime, elle a parlé à son ex-mari. Ça faisait au moins 5 ans que je l'avais pas eu au téléphone. Parce que je l'ai eu au téléphone le fameux jour. Et vers 21h30, le portable avec lequel j'avais appelé a sonné. C'est son téléphone qui a dû rappeler le dernier numéro appelé. Et c'était mon numéro. Elle a décroché. Et là, elle a eu le sentiment que c'était un appel manqué, enfin un appel involontaire. Et ce que Sandrine va entendre en décrochant, elle n'est pas prête de l'oublier. J'ai entendu des cris. J'ai entendu hurler. Au début, je pensais que c'était quelqu'un qui avait bu. Mais j'entendais hurler. On entendait des cris et hurler. Comme s'il y avait eu une bagarre, en quelque sorte, à proximité de son téléphone. Avec le recul, l'ex-épouse de Patrice Chevalier en est certaine. Elle a été, malgré elle, le témoin du meurtre de Nathalie. Ce qu'on sait, c'est que Nathalie Villermé a quitté son établissement le jeudi à 20h30 avec Patrice Chevalier. Et là, cette femme, Sandrine, entend des hurlements, des cris stridents. Il est 21h. Et là, j'ai fait le rapprochement. Et donc, je pense que les cris que j'ai entendus, c'était ceux de Nathalie. Voilà. Tout accable Patrice Chevalier. Mais il reste un problème de taille, son alibi. Souvenez-vous, le soir du crime, l'homme prétend qu'il a quitté Nathalie saine et sauve pour rejoindre Élise, sa maîtresse. Ce soir-là, il était avec une femme, Élise, entre 21h et 5h30 du matin, ce qui le sort complètement d'une quelconque hypothèse criminelle. À la section de recherche de Versailles, Patrice Chevalier et sa maîtresse sont réauditionnés. Les 2 suspects sont placés dans des salles différentes et les gendarmes vont mettre la jeune femme sous pression. Ils sentent bien qu'elle est fragile, que ça se fissure de partout, et donc ils enfoncent le clou jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Et la maîtresse va finir par craquer. Voici ce qu'elle déclare. J'ai voulu protéger Patrice. Il m'a dit que ce soir-là, il allait faire un coup avec des amis. En cas de problème, il m'a demandé de dire qu'il était resté toute la soirée et la nuit chez moi et qu'il était reparti le lendemain matin. C'était comme un service que je lui rendais. Je ne pensais pas qu'il pouvait faire quelque chose de grave. Elle va reconnaître que finalement, Patrice Chevalier lui a dit « Si les gendarmes ou les policiers viennent te voir, dis-leur qu'on a passé la nuit ensemble chez toi et que je suis parti aux alentours de 4h30, 5h. » J'ai évidemment pas imaginé, poursuit cette jeune femme, que c'était dans le cadre d'une affaire criminelle.
Et donc j'ai accepté de lui servir d'alibi. Non seulement elle va assez vite s'affaler, comme ils disent, et dire bah non, en fait, il n'était pas là, mais le pire reste à venir. Chose stupéfiante, Élise va révéler aux gendarmes que Patrice Chevalier, son amant, avait tout planifié. Voici ce qu'elle dit aux gendarmes. Quand vous a-t-il demandé de déclarer qu'il avait passé la soirée chez vous le jeudi soir? Il m'a parlé de cela le jeudi même, quand on s'est vu l'après-midi. La nouveauté dans les explications d'Élise, c'est qu'elle situe la demande effectuée par Patrice Chevalier à ce jeudi après-midi, c'est-à-dire avant la commission du crime. Ce qui revient à dire, en gros, qu'il avait prémédité ce crime. Et là, nous ne sommes plus du tout sur le même registre. Là, maintenant, on n'est plus sur du meurtre, là. On est sur de l'assassinat. Les gendarmes décident de confronter immédiatement Patrice Chevalier aux aveux de sa maîtresse. Et encore une fois, pour se disculper, l'homme va raconter une histoire rocambolesque. Il dit non, mais vous avez rien compris, c'est pas du tout ça. Ce soir-là, en réalité, c'est vrai que je ne suis pas allé chez Élise, mais lorsque Nathalie Villarmet m'a déposé, j'ai été pris en charge par d'autres individus. Et puis on est parti du côté d'Honfleur. On a commis un mauvais coup. Moi, j'étais le chauffeur. Ils ont enlevé un individu qu'on a mis quelques instants dans le coffre, et il se trouve que cet individu devait de l'argent à mes associés. Ça a duré à peu près 1 heure, et je suis rentré. Alors bien sûr, on va en savoir un petit peu plus sur ce qu'il a fait. Et il nous dit, non, non, moi je suis pas une balance, hein. Moi je ne vous en dirai pas plus. Si je parle, les acteurs de ce qui s'est passé ce jour-là vont me zigouiller. Je suis en danger. Je ne peux absolument pas vous parler. Donc il préfère finalement se faire accuser d'un crime qu'il n'a pas commis plutôt que de dénoncer 4 individus qui auraient commis de leur côté un crime. Pour les enquêteurs, le récit de Patrice Chevalier ne tient pas la route. Face à ce discours, là on se dit, chapeau, il a beaucoup d'imagination. Il aurait pu être scénariste. Il n'arrête jamais. Ça tient pas debout, mais il n'arrête jamais. Après cet ultime mensonge, le 7 septembre 2012, Patrice Chevalier est mis en examen pour l'assassinat de Nathalie Villarmet et placé en détention provisoire. Lorsque les proches de la victime apprennent la nouvelle, c'est la stupéfaction. Mais non, c'est pas possible, c'est pas lui. Quand on connaît les gens, on les voit tous les jours depuis 4-5 ans, on peut pas penser ça. C'est inimaginable. N'arrivez pas à comprendre. On voit ça ailleurs, on voit ça à la télé, on voit, mais quand ça vous arrive, ça... n'arrivez pas à y croire. Je m'en veux. Je m'en veux d'avoir laissé ma femme derrière un bar, tout seul. C'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui... Marc ne pense pas si bien dire, car comble du cynisme, alors qu'il est incarcéré, Patrice Chevalier va même lui écrire pour lui présenter ses condoléances. Et aussi pour se disculper. Voici un extrait de cette lettre. Marc, je te donne mes condoléances à toi et tes enfants. Je suis de tout cœur avec toi. Je n'ai rien à voir avec cette horreur. Je pense que tu sais que j'étais très attaché à Nathalie et que je ne lui aurais jamais fait de mal. Je pense à toi et j'espère que tu tiens le coup. Patrice. Est-ce que c'est un manipulateur pervers ou bien est-ce que, à force de mythomanie, il a fini par se convaincre qu'il n'était pour rien dans ce crime? Là, je crois qu'au niveau du détail sordide, je crois qu'on touche le fond. C'est machiavélique. Après 2 ans d'investigation, les gendarmes ont pu reconstituer le terrible scénario qui s'est joué le 14 octobre 2010. Ça commence à 20h30, on est au Clos des Roses. Nathalie Villarmet appelle Marc pour lui dire qu'elle quitte l'établissement et qu'elle va le rejoindre. Madame Villarmet
prend l'argent, comme elle le fait régulièrement de la journée, la place dans une enveloppe, et elle part avec Patrice Chevalier en direction de Poissy. Nathalie Villermé l'ignore encore, mais en route, un piège mortel va bientôt se refermer sur elle. Il avait de toute façon l'intention, cette nuit-là, de passer à l'acte. Il avait l'intention, cette nuit-là, d'obtenir quelque chose de Nathalie. D'obtenir ses faveurs, d'obtenir sa caisse, d'obtenir sa vie. En tout cas, on sait que c'est sa vie qui lui a pris cette nuit-là. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé entre ces deux-là dans la voiture? On peut imaginer qu'il lui a fait des ultimes avances. Des relations sexuelles qu'elle a refusées. Ça déclenche une dispute, probablement même une bagarre. Sortent du véhicule, elle a cette écharpe autour du cou et là, dans la bagarre, il commence à l'étrangler. Elle s'est sans doute débattue, elle a cherché à fuir. A essayer de lui faire entendre raison. C'était pas quelqu'un à se laisser faire, Nathalie. C'était vraiment pas quelqu'un à se laisser faire. Lors de cette nuit tragique, Patrice Chevalier va commettre un nombre incalculable d'erreurs. La première véritable erreur, c'est que dans la bagarre, son téléphone va se déclencher tout seul et va appeler le dernier numéro qu'il avait composé, c'est-à-dire celui de son ex-femme. Patrice Chevalier se serait alors saisi d'un bâton qui traînait sur le bas-côté. Et là, on sait qu'il l'a frappé à plusieurs reprises. Plusieurs coups frappés fort derrière la tête. L'homme aurait ensuite achevé sa victime. Les expertises auraient plutôt tendance à montrer qu'elle a pu recevoir un coup en étant debout, mais qu'après d'autres coups ont été portés alors qu'elle était déjà peut-être à genoux. Il l'a frappée jusqu'à ce qu'elle meure. Et c'est là que le meurtrier va commettre une deuxième erreur. Il va retirer la ceinture de Madame Villermé pour lui ligoter les mains, avec cette ceinture sur laquelle on va retrouver son ADN. On sait ensuite qu'elle a été mise dans le coffre de la voiture. Et on sait aussi qu'il emmène avec lui le bâton, très probablement au cas où elle se réveillerait, pour lui remettre encore un petit coup sur la tête. Comme l'atteste ce cliché, pris par un radar, et découvert par les enquêteurs après son incarcération, Patrice Chevalier aurait ensuite entrepris de se débarrasser du cadavre au volant de la voiture de Nathalie. Une de ses erreurs, c'est d'avoir roulé un petit peu trop vite sur une route non loin du lieu des faits. Il va être flashé. Il va être flashé à 65 km/h au lieu de 50, au volant de cette voiture. Ensuite, Patrice Chevalier aurait déposé le corps sans vie de Nathalie en bordure de la forêt de Marly, avant de le camoufler. Ultime erreur de Patrice Chevalier, lorsqu'il se débarrasse du corps dans la forêt de Marly, on sait ensuite qu'il va se débarrasser de l'arme du crime qu'il va jeter à une centaine de mètres. L'assassin de Nathalie pense ainsi qu'aucun lien ne sera fait avec lui. Seulement les gendarmes vont facilement repérer le bâton ensanglanté. Dans la nuit, il n'a pas vu qu'à cet endroit, en parallèle, il y avait un petit chemin et que le bâton est tombé sur cet axe où il y a quand même pas mal de passages. Pour faire croire à un crime crapuleux, Patrice Chevalier aurait alors volé l'argent de la caisse. Après, on sait qu'il est parti se débarrasser du véhicule utilitaire de sa victime. Il l'a abandonné dans une petite ruelle et on sait ensuite qu'il est rentré à pied, qui représente 3 km, au Clos des Roses, au moment où l'établissement commençait à se réveiller. Au final, force est de constater que Patrice Chevalier est loin d'avoir commis le crime parfait. Lundi 25 novembre 2013, plus de 3 ans après les faits, s'ouvre le procès de Patrice Chevalier devant la cour d'assises de Versailles. Pour l'accusé, l'enjeu est énorme.
Il encourt la prison à perpétuité. Dans la salle d'audience, les proches de la victime n'ont Dieu que pour celui qui les a trahis et qui aurait prémédité le meurtre de Nathalie. Marc, ses fils attendent tous que celui qui a tué Nathalie s'explique. La tension est palpable, hein, parce qu'ils vont se retrouver, ils savent qu'ils vont être face à lui. Moi, j'attends ça, qu'il avoue quand même. Qu'il avoue. Au moins pour la famille, quoi. Le respect de la famille. Pourquoi qu'ils disent enfin l'affaire est type. Seulement, Nora, Marc et les enfants vont être terriblement déçus. Car tout au long du procès, Patrice Chevalier va adopter un comportement déconcertant. On retrouve exactement celui que décrivent ses ex, c'est-à-dire cynique, arrogant, réponse à tout. Il est là, il regarde, il écoute, il rigole. Non, c'est... Il se lève, il fait des esclandres, il interpelle les gens, il insulte Nathalie, il provoque le juge. Quand le juge lui montrait les photos dans son téléphone, il a regardé la juge, il lui a dit « ça vous excite hein ?» Il est sidérant. Devant la cour, l'accusé nie être l'assassin de sa patronne. Et il va se justifier en essayant de jouer sur ses innombrables bévues. Voici ce qu'il dit au juré. Je ne sais pas quoi vous dire. Dans toute cette affaire, c'est un peu comme si j'avais mis un post-it avec mon nom. Or, évidemment, si j'avais à accomplir de tels faits, je prendrais des précautions. Son système de défense, en gros, revient à dire: est-ce que vous pensez que je suis suffisamment stupide, moi, Patrice Chevalier, est-ce que vous croyez que je suis suffisamment stupide pour commettre un crime aussi médiocre, où j'aurais laissé finalement, un peu comme le petit Pousset, j'aurais semé les preuves de ma culpabilité. La stratégie de l'accusé ne va pas faire illusion bien longtemps. Pour les jurés, les preuves sont accablantes. Alors, après 3 jours de procès, le verdict tombe. À l'issue du procès, il sera condamné à la peine de 20 ans, 20 années de réclusion criminelle. Mais pour les proches de Nathalie, la sentence laisse tout de même un goût amer. La réaction, 30 ça aurait été mieux, je pense. C'est rien, 20 ans. 20 ans, c'est rien. Avoir supprimé une vie et un manque. Puis les enfants, moi je les vois, ça a coupé toute la famille. Ça a été atroce. S'il y a des choses comme ça, on dit de la vie, ça détruit les gens, mais ça a détruit les gens. Ouais. Chose étrange, si Patrice Chevalier n'a jamais reconnu le meurtre de Nathalie Villermé, il ne fera pas appel de cette décision. Peut-être est-ce là le seul aveu de sa culpabilité. On peut effectivement analyser cette absence d'appel comme un aveu. En tout cas, clairement, il n'a pas souhaité réaffirmer son innocence devant une deuxième cour d'assises. Aujourd'hui, Patrice Chevalier purge sa peine derrière les barreaux de la prison de Poissy. Quant à Marc, il a repris l'hôtel-bar-restaurant du Clos des Roses, en mémoire de sa compagne. Tout de suite, la deuxième enquête de cette soirée. En avril 2006, en Bourgogne, le petit village de Ladois-Sérigny est sous le choc. Une vieille dame, Marcelle Bouvard, est retrouvée morte chez elle. Elle a été frappée à la tête. Et cette femme, les habitants la connaissent bien, c'est la veuve du maire. Marcelle Bouvard habitait seule. Un rôdeur serait-il le meurtrier? Les enquêteurs suivent cette piste, mais ils s'intéressent aussi à l'entourage de la septuagénaire, à son neveu et sa nièce, qu'elle aimait comme ses enfants, mais qui s'étaient éloignés d'elle. Est-ce pour son argent qu'on l'a tuée ou par haine? C'est un document signé Aurore Chirois pour Tony Comiti Productions. Nous sommes en Bourgogne, le 16 avril 2006. C'est le dimanche de Pâques à Ladois-Sérigny, un village de 1800 habitants.
Et comme chaque week-end, Jean-François Gosset se balade dans la forêt située à la lisière du village. Au détour d'un chemin, il trouve un permis de conduire sur un buisson. Un peu plus loin, un portefeuille avec à l'intérieur une carte d'identité. Les papiers sont au nom de Marcel Bouvard, une vieille dame de 79 ans. C'est la veuve de l'ancien maire du village. Je dis, la pauvre dame, elle doit être inquiète. On a dû lui voler son portefeuille. Je vais aller lui reporter immédiatement. Marcel Bouvard habite en pleine campagne, à quelques kilomètres seulement du centre de l'Adois-Sérigny. Jean-François Gosset s'y rend immédiatement. Il sonne plusieurs fois à la porte de la vieille dame. Personne. Il remarque quand même que la porte du garage est ouverte. Jean-François Gosset repassera plusieurs fois dans la journée au domicile de Madame Bouvard, en vain. De guerre lasse, ce dimanche soir, il décide de rapporter le portefeuille à la gendarmerie de Beaune. Donc le lundi matin, la patrouille de la brigade de Beaune se dirige au domicile de Madame Bouvard pour lui restituer son portefeuille. Personne ne répond, ils vont interviewer le voisin. Le voisin le plus proche explique aux gendarmes que, somme toute, il n'y a peut-être pas lieu de s'inquiéter. On est quand même le lundi de Pâques, elle peut être à la messe. Elle est très croyante, très pratiquante. Les gendarmes repartent, mais à peine 10 minutes plus tard, le voisin de Madame Bouvard rappelle les enquêteurs. Il a omis de leur faire part d'un détail troublant. En disant, mais ça fait quand même plus d'une journée, plus de 24 heures que je ne l'ai pas vue. Donc là, je pense qu'il est réellement inquiet, étant donné que le portail est resté ouvert et que la voiture n'est pas là. Qu'il n'est pas dans son habitude, Madame Bouvard, de tout laisser ouvert quand elle s'en va. Les gendarmettes font demi-tour. Et cette fois-ci, en arrivant, elles sont intriguées. La porte du garage de Madame Bouvard est entrouverte. Elles arrivent vers la porte du garage. Merde. Oh là là, Madame Bouvard Madame Bouvard Approche plus. Elle voit le corps d'une vieille femme. On touche à rien, on appelle. Un corps qui est visage contre le sol. Elle est allongée, elle ne bouge plus. La personne, Madame Marcel Bouvard, est au pied de son escalier, apparemment décédée. Il y a une mare de sang autour de sa tête. Alertés, la brigade de Beaune et la section de recherche de Dijon sont dépêchés sur place pour faire les premières constatations. Les gendarmes découvrent Madame Bouvard en bas de son escalier. Et donc, ils se disent, un accident. Une hypothèse plausible, une chute de l'escalier, comme la personne est âgée, elle a 79 ans. Mais le médecin légiste, lui, n'est pas du tout de cet avis. Rapidement, ils comprennent qu'elle ne peut pas s'être fait ça toute seule, même en faisant une mauvaise chute. Et le légiste va venir très vite dire que cette mort est causée par des coups très violents. Il y a eu des gros coups portés au niveau du visage. Une partie du visage a été, on va dire, défoncée, aplatie. Enfin là, on est vraiment dans l'horreur absolue. De toute évidence, Marcel Bouvard a été la victime d'un crime d'une extrême sauvagerie, ce qui est assez rare dans la région. Le doute est levé, il s'agit d'un meurtre. L'auteur du crime lui a fracassé la tête avec un objet, on ne sait pas encore quoi. Les gendarmes décident de procéder à la perquisition de la maison, à la recherche d'éventuels indices. Venez par ici, s'il vous plaît. On constate déjà dans l'entrée qu'il y a une vanity qui a été fouillée. Le contenu du vanity est répandu sur le sol. Il y a des enveloppes vides et des bijoux. S'agit-il d'un cambriolage qui aurait mal tourné? Difficile à dire pour le moment. On s'aperçoit qu'il reste énormément de bijoux en or, bijoux de grande valeur. Dans le salon, un autre détail interpelle les gendarmes.
Des fils de téléphone auraient été arrachés. Le téléphone neutralisé, des bijoux laissés sur place, mais aucune trace d'effraction, aucune empreinte du meurtrier. L'enquête s'annonce complexe. Dans le petit village de Ladois-Sérigny, c'est la consternation. Car tout le monde ici connaît très bien Marcel Bouvard. C'est la femme de Charles Bouvard, maire du village pendant 12 ans, et décédée en 2002. Ça vient d'arriver, c'est le choc à Ladois-Sérigny. Monsieur Bouvard était très connu et très apprécié. Madame Bouvard était très active auprès de son mari. Et puis stupeur également, puisque c'est pas un accident, on parle de meurtre. Voici Odette et Henriette, les deux meilleures amies de Marcel Bouvard. Aujourd'hui encore, elles se souviennent du moment où elles ont appris la triste nouvelle. On a tué, on a assassiné, c'est le coup assassiné. On a assassiné la Marcel. Et puis ma foi, il y avait les gendarmes et puis tout là en bas. Ouais, ben, j'ai dit qu'est-ce qui arrive, puis il n'y a plus de Marcel. Voilà. J'ai froid quand j'en parle, ça me glace. Tout de suite, une certaine peur s'installe. Il y avait une drôle d'ambiance, mais les gens, tout le monde était enfermé, même la journée, hein, enfermé. Dans le village, c'est la psychose. D'autant que tout le monde parle d'un crime particulièrement odieux, comme le révèle l'autopsie. Le corps n'est même pas présentable à la famille. On parle des orbites des yeux qui ont été bien endommagées. Elle avait la langue coupée par des dents. Elle avait un dentier partiel au-dessus qu'on a retrouvé en miettes. Bon, la malheureuse, on réalisait qu'elle n'avait même pas pu se défendre. C'est très sauvage. Tout le monde s'interroge. Qui pouvait en vouloir à Marcel Bouvard, une vieille dame appréciée de tous? Dans ce coin paisible, où il n'y a jamais aucun vol, aucun crime, les gendarmes penchent pour une première hypothèse. Y aurait-il un rôdeur? Serait-ce un crime de rôdeur? Après tout, c'est possible. C'est une maison qui n'est pas dans le village, qui est assez isolée dans la campagne, hein, puisque Ladois, c'est une toute petite commune. La maison est donc une proie facile pour des voleurs. D'ailleurs, Marcel Bouvard a déjà été cambriolé par le passé. Sur la tête, un crime de rôdeur, c'est un cambriolage qui a mal tourné. C'est la première piste que les gendarmes vont essayer de suivre. Le cambriolage, point d'interrogation. Peu de choses ont disparu. Par contre, a disparu la voiture. Le voisin direct nous dit, Madame Bouvard est propriétaire d'une Laguna, elle n'est pas là. Marcel Bouvard a-t-elle surpris un rôdeur en train de voler sa voiture? Et d'où pouvait-il venir? À côté, il y a la gare de Sérigny. Alors le meurtrier est-il venu par... Il y a la gare de Sérigny. Alors le meurtrier est-il venu par le train? Très vite est envisagée l'hypothèse d'un rôdeur, d'un passager. Quelqu'un qui aurait pu descendre à cette gare, effectivement, et qui, pour des raisons X ou Y, aurait eu besoin d'un véhicule. Un gars qui descend du train comme ça, peut-être qu'il l'a menacé, puis que... C'est pas, ouais. Il venait chercher de l'argent, puis il voulait prendre sa voiture. Les gendarmes examinent alors les horaires SNCF pendant ce week-end de Pâques. Or, un seul train s'est arrêté le samedi à 18h59. Comme la gare est équipée de caméras, nous exploitons les caméras. On fait même des vérifications à la gare. Il y a un arrêt par jour et on demande à l'employé qui dit non, ce jour-là, personne n'est descendu. Les gendarmes procèdent alors à une enquête de voisinage dans le village pour savoir si un individu suspect a été aperçu ce week-end-là. Il y a une jeune femme qui va commencer à dire qu'elle aurait vu un rôdeur vendredi en fin de journée. Qui s'était adressé à elle en disant « Vous inquiétez pas, je suis juste de passage ». Et ce rôdeur est décrit par le témoin comme un jeune homme d'une vingtaine d'années, vêtu d'un jogging de couleur sombre. Et puis d'autres personnes diront avoir vu son domicile fixe qui rôdait peut-être même dans le cœur du village, le samedi.
Donc on se renseigne un petit peu auprès des unités locales. Effectivement, il y a des vagabonds ils en connaissent 2 principalement, qui traînent habituellement dans le secteur. Seulement les espoirs des gendarmes vont très vite être déçus. Il y en a un dont on perd un peu la trace, l'autre il va s'avérer assez rapidement qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Donc là, au niveau de la piste du vagabond, on n'a pas plus d'éléments. Rien, il n'y a aucun élément. Au bout de 2-3 jours, les gendarmes pratiquement abandonneront cette piste. Les enquêteurs, pour le moment, n'ont donc aucune piste. Et ce n'est pas la seule difficulté à laquelle ils doivent faire face. Le légiste est incapable de déterminer le jour ou l'heure exacte du décès. Les gendarmes vont donc s'employer à reconstituer l'emploi du temps de la vieille dame pendant ce fameux week-end de Pâques. Lors de la perquisition, ils ont trouvé un premier élément de réponse, des tickets de caisse. Des tickets qui montrent que le samedi de Pâques, Marcel Bouvard est allé faire des courses à Beaune. Et le dernier ticket de caisse connu remonte samedi à 17h. Le voisin la voit effectivement rentrer avec ses courses et après dans la soirée aller à son jardin. Il est aux environs de 18h, 18h30 le samedi. Et après, c'est là que commence le mystère. À partir du samedi fin de journée, plus personne n'a vu Marcel vivante. D'ailleurs, le lendemain, le dimanche de Pâques, ses amis trouvent porte close. J'ai rien vu, j'ai tapé aux 2 portes. Marcel, j'ai dit 2-3 fois. Oh, ben, j'ai dit, elle est par là, c'est tout, moi. J'ai pas avancé au sous-sol, moi. Je pense devant chez elle, donc il n'y avait pas la voiture. Oh, ben j'ai dit, elle est encore partie. Il y aurait eu l'autre dans la cour, c'était pas pareil. On aurait dit, tiens, ben, elle n'est pas dans le jardin, elle est pas là, on aurait été un peu plus loin, on aurait... Bon. Mais la chance a voulu que je ne descende pas. Parce que je la trouvais. Je la trouvais. Mais ça aurait été l'horreur. De toute évidence, Marcel était déjà morte le dimanche de Pâques. Et il y a un nouvel élément qui va le confirmer. Il s'agit de la voiture de la victime qui vient d'être retrouvée. Et cette voiture va être retrouvée incendiée dans une forêt proche. Dans le bois de Borne, on va la retrouver calcinée. La forêt de Borne se situe à quelques kilomètres seulement du domicile de la victime. Le samedi 15 avril, un pompier volontaire roule sur la route qui borde ce bois. Et l'homme se souvient bien de ce jour-là lorsqu'il a aperçu de la fumée dans cette zone. Il était 19h40, 19h45. Je la voyais, cette fumée, elle était en face de moi, là, dans les bois, là. Oui, c'est ce que ça fait qu'une voiture qui brûle, là. Ou un poids lourd, enfin un véhicule, quoi. La fumée, c'était le véhicule de Madame Bouvard qui avait été incendié. Donc on se dit la mort automatiquement se situe entre 18h30 et 19h30. Et justement, 18h30, 19h30, c'est le créneau horaire où Madame Bouvard a été aperçue vivante pour la dernière fois par son plus proche voisin. Donc on est déjà un peu plus certain du créneau horaire du décès, c'est-à-dire le samedi soir, après 18h30 et certainement avant 19h30 à peu près. La découverte de la laguna de Madame Bouvard soulève d'autres questions. Pourquoi cette voiture a-t-elle été abandonnée et brûlée si près du domicile de la victime? Ce n'est pas logique. On ne vole pas un véhicule pour aller le brûler, pour se retrouver à nouveau à pied. Pour les gendarmes, le mystère ne fait que s'épaissir. Les enquêteurs décident alors de s'intéresser au profil de la victime. Marcel Bouvard est a priori une retraitée sans histoire. Tout le monde dresse le tableau d'une femme exemplaire à plus d'un titre. C'est une personne qui a toujours aidé les gens, été à l'écoute. Pendant le mandat de son mari, c'est une femme énergique, pleine de dynamisme. Ben, on va l'aimait sortir, hein. C'était des bons vivants. Ils s'entendaient bien, attention. Ils avaient tout le temps des amis. Marcel et Charles ont vécu le grand amour jusqu'à la mort du mari en 2002. Ils ont vécu ensemble quand même, ces gens-là, 60 ans, pratiquement. Ils n'ont pas eu d'enfants, ça a été le grand malheur. C'est le drame de leur vie même. Sans enfants, ils vont reporter leur affection sur un neveu, Marcel Perrin. C'est un neveu que M. Bouvard et elle ont pratiquement éduqué.
un neveu qu'elle a toujours considéré comme son propre fils. Ce neveu aura 2 enfants, Marie-Madeleine et Geoffrey, que les Bouvard considèrent en fait comme leurs petits-enfants. Seulement un drame va frapper la famille Bouvard de plein fouet. En 1990, leur neveu préféré meurt prématurément dans un accident de voiture. Il meurt le 4 décembre, il se tue le 4 décembre 1990. Il laisse 2 enfants qui ont, pour la fille aînée, Marie-Madeleine, elle a 13 ans, et pour Geoffrey, il a 8 ans. Donc le papa est décédé, elle les a pris un petit peu sous sa coupe, et pour elle, ce sont ses petits-enfants. Preuve de cet attachement, Marcel a toujours assuré à ses petits-neveux qu'ils seraient ses uniques héritiers. Car la veuve du maire n'est pas démunie, bien au contraire. Très économe, elle se retrouve à la fin de sa vie à la tête d'un petit pactole. Marcel Bouvard a un patrimoine quand même assez important. Elle a beaucoup de biens immobiliers, pas mal de placements. Propriétaire de son habitation, propriétaire de 2 autres maisons sur la commune. Elle a des vignobles, et puis on s'apercevra qu'elle avait un petit compte en banque de 80 000 €. L'argent est-il la clé de toute cette affaire? C'est ce que les gendarmes vont tenter de découvrir. Une semaine après sa mort, Marcel Bouvard est inhumé dans le petit cimetière de Ladoix-Sérigny. Alors comme dans chaque affaire criminelle, lors de l'enterrement, on surveille les personnes qui sont présentes, évidemment. Tout le monde est présent à l'enterrement, il n'y a pas de problème. Le plus affecté, c'est Geoffrey, son petit-neveu. Il semble effondré par la mort de sa grand-mère. Les gens ont tous été frappés par Geoffrey qui pleure abondamment le jour de l'enterrement sur le cercueil de sa grand-mère. Marie-Madeleine, la petite nièce de la victime, est très émue également. Impossible à ce moment-là de l'imaginer impliquée dans ce crime. En revanche, à ses côtés, un homme attire l'attention des gendarmes. Il s'agit d'un certain Fabrice, le compagnon de Marie-Madeleine. Le copain de cette petite nièce vient voir les gendarmes en disant qu'il a reçu un texto énigmatique et en même temps assez grave. Dans lequel on lui dit « on sait que c'est toi ». Fabrice est directement accusé du meurtre. Mais par qui? Interrogé sur l'expéditeur du message, il affirme que le numéro de téléphone lui est inconnu. Étrange. Les gendarmes se disent « il y a anguille sous roche, on va creuser de ce côté-là ». Donc on s'interroge, est-ce qu'effectivement c'est vrai? Et il essaie un petit peu de dévier la piste en disant « vous voyez, on m'accuse alors que c'est pas moi ». Immanquablement, il se met en lumière devant les gendarmes. C'est un suspect possible, assez costaud, 35 ans. Les gendarmes s'intéressent donc de très près à Fabrice qui vit avec Marie-Madeleine depuis maintenant 7 ans. Le Fabrice en question, il loge avec cette petite fille, il est en location dans l'un des immeubles de Madame Bouvard. Dans le même village, quelques kilomètres à Ladoix-Sérigny. Et en interrogeant les proches, les gendarmes apprennent que les relations entre Fabrice et Madame Bouvard étaient pour le moins tendues. Elle aime bien sa petite fille, mais elle a un petit peu de mal à supporter le gendre, voilà. Et puis il s'est disputé avec Madame Bouvard parce que c'est un amateur de voitures et Madame Bouvard lui reproche amèrement de stationner dans la cour de l'immeuble dans lequel il est en location, de stationner des tas de voitures qui l'empêchent d'ailleurs d'entrer dans sa cave. Il n'est pas son domicile dans lequel elle met son vin, parce qu'elle a du vin, puisqu'elle possède 2 vignobles qu'elle loue à des vignerons, elle est payée en vin, et elle lui reproche amèrement de ne pas pouvoir accéder à sa cave. On a découvert que Madame Bouvard soupçonnait peut-être le mari de Marie-Madeleine de voler un petit peu du vin dans la cave. Des relations houleuses. Le mobile semble insuffisant pour tuer une vieille dame. Seulement Fabrice n'a pas de gros revenus. Simple employé, il s'est peut-être endetté.
Il y a quand même des raisons de soupçonner ce garçon, il y a de mauvaises ententes. Et puis en plus, il sait que sa compagne est héritière de Madame Bouvard. Il a peut-être besoin d'argent parce qu'il vient de construire quelques semaines auparavant. Il a commencé la construction d'une maison et il a emprunté 100 et quelques mille euros, 150 000 euros environ. Fabrice devient suspect numéro 1. Il est convoqué à la gendarmerie. Interrogé sur son emploi du temps, il affirme être resté chez lui le samedi 15 avril, jour du drame. Marie-Madeleine, sa compagne, confirme d'ailleurs les déclarations de son compagnon. Et voici ce qu'elle déclare. Il a été toute la soirée là, il a réparé ma voiture dans la cour. Moi, je ne l'ai pas vu partir. L'homme a donc un alibi. Mais alors, qui a pu l'accuser par texto du meurtre de Madame Bouvard? En parallèle, on remonte l'appel du texto et il s'avère que c'est un de ses frères. Il a 2 frères, on les interroge, effectivement, ils nous font part que c'est une blague qu'ils ont voulu lui faire. A priori, on ne voit pas d'éléments en faveur d'une éventuelle culpabilité de sa part. Une blague modérément appréciée par les gendarmes qui n'ont pour l'heure plus aucune piste. Les enquêteurs vont alors se livrer à un travail de fourmi. Ils examinent une par une toutes les pièces du dossier et notamment un agenda saisi au domicile de la victime. La vieille dame y livre ses états d'âme, ses espoirs et surtout ses regrets. Un petit agenda donc dans lequel elle retraçait, moi j'allais dire, toute sa vie. En fait, ses sentiments, ses humeurs. Ses remarques, ses appréciations sur son environnement, sur ses proches, sur ses amis. Mais on apprend petit à petit qu'elle a des rancœurs, qu'elle est isolée, qu'elle est triste. Elle a l'impression que tel ou tel membre de la famille ne viennent plus vraiment la voir. Son mari est mort il y a 4 ans et elle a appris la solitude malgré elle. Charles Bouvard était le ciment du clan. Sa mort a rompu l'équilibre familial. D'ailleurs, ses petits-neveux Geoffrey et Marie-Madeleine se sont progressivement éloignés de Marcel. Les petits-neveux, depuis, ont très peu de contact avec elle. Elle dit qu'elle ne les voit pas souvent, qu'elle regrette. Voici par exemple ce que Madame Bouvard écrit dans son carnet, 6 mois seulement avant de mourir. Mon Dieu, donnez-moi quelqu'un à aimer. C'est mon vœu le plus cher pour cette année. Que vais-je devenir si je suis malade? Je suis seule au monde. C'est une femme qui était seule, et elle le disait, mais peut-être avait-elle fait le vide autour d'elle. Hein, toujours de face. Hein, la vie du cœur, mais vous savez, en vieillissant, on s'endurcit, on devient acariâtre, on devient critique. Elle les critique souvent, donc, et ils n'admettent pas la critique, même si elle peut être justifiée. Marcel a notamment l'impression grandissante que ses petits-neveux sont uniquement intéressés par son argent. Surtout Geoffrey. Donc, du coup, comme on ne vient pas la voir, elle ne donne pas d'argent. Donc, on sait que les relations entre Marcel Bouvard et son petit-neveu sont assez fraîches. 3 mois avant sa mort, la veuve rédige cette phrase, sous forme de sentence. Je ne dois pas donner à Geoffrey. La piste Geoffrey intéresse d'autant plus les enquêteurs que Marcel avait promis des années auparavant d'en faire un de ses héritiers. Un héritage dont Geoffrey a grand besoin car l'homme est aux abois financièrement. Il n'a pas de travail, il ne paie pas son loyer, il a des dettes un petit peu à droite et à gauche. Le 3 mai, Geoffrey est entendu par les gendarmes, il est détendu et répond aux questions sans hésitation. Geoffrey dit, moi je ne peux pas vous dire grand-chose, ça fait 4 ans que je n'ai pas vu ma grand-mère. Il fournit un alibi qui a l'air d'être relativement sérieux, puisqu'il dit qu'il est resté chez lui à Verdun-sur-le-Doubs. Il a vu sa petite amie Lucie qui est venue le rejoindre en fin d'après-midi vers 18h, 18h30. Donc bien évidemment, dans la foulée, les enquêteurs entendent Lucie. Lucie, la petite amie de Geoffrey, donne aux enquêteurs son emploi du temps du samedi 15 avril, le jour du drame.
et voici ce qu'elle déclare. Je suis allé chercher un ami qui s'appelle Anthony, puis après on est allé voir une copine qui venait d'accoucher à Chalon-sur-Saône. Lucie aurait donc passé l'après-midi dehors avec un ami, Anthony. Mais elle confirme que Geoffrey était bien à la maison quand elle est rentrée à 19h. Je suis rentrée chez Geoffrey à Verdun. Il devait être environ 19h. Geoffrey était seul à la maison, il m'attendait. Souvenez-vous, l'heure du crime a été établie entre 18h30 et 19h30. Or, Verdun-sur-le-Doubs est situé à plus de 30 km de chez Marcel. Si Geoffrey était bien chez lui à 19h, il n'a donc pas eu le temps de faire l'aller-retour entre son domicile et la maison de la victime. D'autant que Geoffrey et Lucie affirment avoir passé la soirée ensemble à Verdun-sur-le-Doubs. Geoffrey a semble-t-il un alibi. Mais les gendarmes veulent en avoir le cœur net. Ils vont interroger tous les protagonistes de cette journée. Et en premier lieu, Anthony, celui qui accompagnait Lucie le jour du meurtre. C'est vraiment le témoin clé, le témoin massif dans ce dossier-là. Anthony, lui, va dire qu'il était en compagnie de Lucie tout l'après-midi. Mais sur le chemin du retour, vers 19h30, Anthony dit avoir fait une rencontre qui va intriguer les gendarmes. Alors qu'il est en voiture avec Lucie, il croise Geoffrey qui circule en sens inverse dans la voiture d'un ami. Et voici ce qu'Anthony raconte aux gendarmes. Et la voiture a fait demi-tour et est venue nous rattraper, nous rejoindre, et on s'est arrêté sur la route. Et là, il y a eu une bagarre, il y a eu une altercation, on s'est disputé. Qu'est-ce que tu fais avec ma copine là? D'où tu es avec ma copine là? Geoffrey était jaloux parce que j'étais allé à Chalon avec sa copine, etc. Il essayait de me coller un coup de poing. Enfin, il y a eu une altercation. Et puis on s'est séparés et Lucie m'a raccompagné chez moi aux environs de 20h. Alors là, les gendarmes quand même se grattent les sourcils. En effet, les gendarmes sont perplexes. Car si Anthony dit la vérité, c'est donc que Geoffrey a menti sur son emploi du temps. Il s'est absenté de son domicile, contrairement à ce qu'il avait déclaré. On remarque également que s'il raconte des bêtises et il ment, sa concubine le couvre. Pourquoi? Selon ce témoignage, Lucie n'a donc pas pu retrouver Geoffrey chez lui à 19h. Alors qui dit vrai? Les gendarmes apprennent qu'au moment de l'altercation, Geoffrey est accompagné d'un copain, un certain Johnny. Ce Johnny a assisté à toute la scène. Il pourrait peut-être les aider à démêler le vrai du faux. Johnny est donc convoqué pour donner sa version des faits. Mais voilà, le jeune homme a quelques problèmes de mémoire. Lui, il est complètement amnésique. Puisqu'il ne se souvient plus de ce qu'il fait ce samedi-là, donc on lui dit, est-ce que vous n'avez pas eu une altercation? Ah bah peut-être, oui, mais alors là, je ne sais plus quand. Il oublie toutes les questions un petit peu pointilleuses, toutes les questions un petit peu... Non, il oublie. Donc ils se disent quand même, là, il y a une piste, il y a des jeunes, quelques-uns, qui nous cachent quoi? Pour en savoir davantage, les gendarmes examinent les communications téléphoniques de Geoffrey, Lucie et Johnny, le jour du meurtre. Et là, ça va changer complètement la physionomie des témoignages. Et ils s'aperçoivent qu'effectivement, le téléphone du petit Perrin, de Geoffrey Perrin, a actionné des relais dans la région de Beaune, c'est-à-dire pas loin de la Doigt-Sérigny. À proximité du domicile de Madame Bouvard, aux alentours de 18h, 19h, au créneau défini du décès. Alors là, ça commence à devenir très suspect. Ça veut dire que son alibi, il a menti. Johnny, Geoffrey et Lucie ont menti sur leur emploi du temps. Dès lors, les enquêteurs ont 3 suspects potentiels. Seraient-ils complices? Et lequel des 3 serait le meurtrier? Un seul, a priori, semble avoir le profil. Geoffrey est connu. Il a eu des problèmes de stupéfiants, il a eu des problèmes de violence. Johnny et Lucie, en revanche, sont inconnus des services de gendarmerie.
Alors à partir de là, les gendarmes vont rendre compte au juge d'instruction et ils vont décider d'entendre tout le monde. Geoffrey, sa compagne Lucie et Johnny. Le 30 mai, à l'aube, les 3 suspects sont interpellés et placés simultanément en garde à vue dans des bureaux séparés. Les enquêteurs espèrent faire craquer Lucie en premier, et ce n'est pas par hasard. On va s'attaquer au maillon faible. On va s'attaquer au maillon faible parce que Lucie, c'est la petite jeune fille, la petite voix blanche. Donc c'est à elle qu'on adresse les questions les plus pressantes quand même. Et petit à petit, elle va révéler aux gendarmes des choses qui sont assez curieuses. Elle confirme qu'il n'était pas à la maison ce jour-là, donc l'alibi déjà tombe. Pourquoi Lucie a-t-elle menti? La jeune femme affirme avoir peur de Geoffrey. Elle nous avouera un peu plus tard dans son audition que Geoffrey se montre violent à son égard et qu'elle a vraiment peur. Et ce n'est pas tout. Geoffrey va encore plus loin avec sa compagne Lucie. Dis aux gendarmes que je suis sympa, je suis pas violent avec toi. Dis aux gendarmes que on était ensemble un petit peu plus tôt dans la journée, ça sera très bien, ça suffit, c'est pas la peine qu'ils sachent tout. Armés de ces déclarations, les enquêteurs demandent donc à Geoffrey de s'expliquer. Il va expliquer qu'il serait peut-être allé à Beaune, effectivement, mais c'était pour acheter du shit. Voici ce que déclare Geoffrey. J'ai demandé à Johnny de me conduire sur Beaune pour trouver quelqu'un qui pourrait me dépanner de 2 ou 3 joints. Nous sommes ensuite revenus directement à Verdun-sur-le-Doubs. Geoffrey aurait donc menti simplement pour cacher qu'il consommait de la drogue. Pendant ce temps, Lucie vacille et fait une révélation fracassante. Lucie ne se sent pas bien. Elle a des choses à révéler. Elle va dire que... 1 an et demi avant les faits... Il avait prétendu que sa grand-mère était morte. Ils allaient être riches, qu'elle avait pu s'inquiéter. Ce qui était totalement faux, puisqu'à l'époque, elle courait comme un lapin. Geoffrey semble obsédé par l'argent de sa grand-mère. À tel point qu'une semaine avant le meurtre, il annonce même à Lucie son projet meurtrier. Finalement, il était prêt à l'aider à partir plus vite. Il était prêt à la tuer. Face à ces accusations, Geoffrey nie tout en bloc. Il s'étonne même qu'on puisse un instant le soupçonner. Bien sûr, on lui met les éléments, les auditions, comme quoi il était intéressé par l'argent, par l'héritage. Oui, mais j'aurais jamais pu aller jusqu'au bout, vous vous rendez compte, tuer sa grand-mère. C'est celui qui fait ça, c'est vraiment le moins que rien. Seulement dans la pièce d'à côté, Lucie, sa petite amie, va finir par craquer. Elle est faible et elle s'écroulera à un moment donné de la journée. Il est 20h à peu près, garde à vue, vous savez, c'est long hein, pour une petite jeune fille de 19 ans et demi. Je pense que le secret est trop lourd pour elle à porter. Elle interpelle le gendarme qui l'entendait. Elle dit « faut que je vous dise tout ». Elle va déclarer à la gendarmerie que Geoffrey s'est confié à elle le soir de l'assassinat en indiquant qu'il avait bien tué sa grand-mère. Il va même jusqu'à dire comment il l'a tuée, hein, justement avec une bouteille, il lui a écrabouillé la tête parce qu'elle bougeait encore, elle vivait encore, elle agonisait. Mais bon, qu'il était tellement vantard et mythomane qu'elle n'y avait pas cru. Désormais, les gendarmes n'ont qu'un seul but, obtenir les aveux de Geoffrey. On lui fait lire la déclaration de Lucie. À ce moment-là, voilà, tout lui échappe. Il faut parler, et là, effectivement, ça vient tout seul. Puisqu'il se sent, je vais dire, quelque part coincé et lâché par Lucie. Il s'effondre, il pleure. Il dit oui, c'est vrai, bon, j'ai tué, j'ai besoin d'argent. Après 15 heures d'audition, Geoffrey avoue enfin avoir tué sa grand-mère. Mais il tente de se justifier comme il peut. S'il a fait cela, c'est par amour pour Lucie. Il dit motiver son acte par ce besoin d'argent, par ce besoin de faire plaisir à Lucie et d'offrir à Lucie ce qu'elle demande, ce qu'elle veut. Quand elle sera entendue après, on s'apercevra qu'en fait de cadeau, il lui a donné une paire de boucles d'oreilles en toc et également un string. Ce sont pas des... Mais, je lui faisais des cuisses de grenouille, elle adorait ça. Ben, la cuisse de grenouille ne mérite pas quand même un assassinat.
Geoffrey ne se dédouane pas seulement sur Lucie, il accuse aussi Johnny d'être son complice. Voici ce qu'il déclare. Un matin, en me réveillant, je me suis dit « il me faut de l'argent ». Et j'ai dit à Johnny que ma grand-mère avait de l'argent et que si elle mourait, j'allais avoir un héritage. Nous avons dit que nous en profiterions tous les deux. Geoffrey va alors faire le récit détaillé de la journée du meurtre. Alors, il implique Johnny en disant que c'est lui qui l'a conduit sur les lieux. Arrivé devant le domicile de la grand-mère, il hésite un peu. Et s'étant plus ou moins dégonflé, c'est Johnny qui l'aurait plus ou moins poussé en disant « tu l'as dit, tu vas le faire ». En lui rappelant, voilà, on va avoir de l'argent, on va pouvoir s'acheter des belles voitures, tu vas pouvoir faire plaisir à Lucie. Geoffrey est allé seul chez la grand-mère. Sa grand-mère donc est venue lui ouvrir, elle l'a accueilli, il est rentré, ils se sont assis dans la salle. Geoffrey raconte alors qu'ils ont discuté dans la salle à manger. Puis, sa grand-mère lui indique qu'elle veut lui montrer une photo qui se trouve dans le garage. Geoffrey la suit, et alors qu'elle descend vers le sous-sol... À ce moment-là, il descend les escaliers. À portée de main, il y a 2 grosses bouteilles. Ils vont saisir une, et quand il s'approche de sa grand-mère, elle bouge encore. Et là, il l'assomme avec une bouteille et il s'acharne sur elle pour qu'elle meure. L'arme du crime est un Jéroboam, une bouteille de vin de 3 litres qui pèse 5 kilos. Quasi incassable, tant le verre est épais. Pour ne laisser aucun indice sur place, il prendra la bouteille et qu'il placera à l'arrière du véhicule. L'arme du crime aurait brûlé dans l'incendie de la voiture de Marcel. Geoffrey poursuit son récit. Il explique ensuite qu'il est remonté dans le salon et qu'il a arraché les fils du téléphone pour mettre les gendarmes sur une fausse piste. Il a simulé un cambriolage en vidant le vanity-case et qu'il est reparti en emmenant 2 plaquettes de timbre. Et il va se rendre directement dans la cour, prendre la voiture et sortir de la propriété. Sur la suite des événements, Geoffrey implique à nouveau Johnny. Johnny m'a suivi. J'ai pris un petit chemin de bois au hasard. Il y avait le sac à main de ma grand-mère du côté passager. J'ai pris le portefeuille. Et je suis allé vers la voiture de Johnny. Et c'est Johnny qui a mis le feu à la voiture. Qui a sorti son briquet et qui a mis le feu. En garde à vue depuis le matin, Johnny est resté muet. Mais les gendarmes vont l'informer des accusations portées contre lui. Alors Johnny, lui, il nie complètement les faits. Et puis surtout, il est complètement assommé par cette nouvelle, parce qu'on l'implique dans un assassinat qui est absolument odieux. Voilà, il ignorait complètement que Geoffrey avait l'intention de tuer sa grand-mère. Bon, il l'a emmené parce qu'il croyait qu'il avait besoin de se charger en cheat. Et puis, il ne comprend pas pourquoi Geoffrey le met directement en cause. D'ailleurs, il n'a jamais chargé Geoffrey. Il n'a pas voulu dénoncer le crime puisque il était bien copain avec Geoffrey et puis que voilà, entre potes, ça ne se fait pas. Et il ne veut pas passer pour une balance. Au terme de ces gardes à vue, des zones d'ombre subsistent. Les dépositions de Geoffrey et Johnny divergent sur plusieurs points. En tout cas, les 3 jeunes sont mis en examen. Donc Lucie, elle est mise en examen pour ne pas avoir dénoncé le crime. Quant à Johnny et Geoffrey, ils sont tous les 2 mis en examen pour assassinat. Geoffrey est incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon. Quant à Johnny, il est écroué au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, près de Chalon-sur-Saône. Dans la région de Ladoix-Sérigny, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les proches de Marcel Bouvard sont atterrés. C'est pas un étranger qui l'a tué. Bon, mais là, c'est la famille. Et on s'est dit, mais c'est pas possible que ce petit-là, il était mignon, petit, vous savez, jamais on n'aurait pensé qu'il aurait pu faire un truc comme ça, jamais. Ah, le pognon, ça en fait le pognon. Ou qu'on en est des fois. Oui, oui.
La médiatisation de l'affaire permet aux enquêteurs de recueillir de nouveaux témoignages. Un concessionnaire automobile va faire d'ailleurs des révélations accablantes. Il dit oui, j'ai vu venir deux garçons une fois qui avaient l'air intéressés par un coupé qui valait 45 000 €. Les deux jeunes correspondaient à peu près ou même totalement au signalement des uns des autres. Il y avait le petit, il y avait le grand. Et quand on lui montre les photos, il dit ben voilà, je les reconnais bien, c'est bien eux. Et d'ailleurs, c'était peut-être le petit qui s'y intéressait plus, c'est-à-dire Geoffrey. Mais enfin, le grand, lui, était bien intéressé aussi, c'est-à-dire Johnny. Le concessionnaire est formel. La scène s'est déroulée une semaine après le meurtre. Comment Johnny, alors sans emploi, pouvait-il espérer s'acheter une voiture de luxe s'il ne comptait pas sur l'héritage de Marcel Bouvard? On dit, écoutez monsieur, là vous semblez quand même être sûr d'avoir des fonds qui vont arriver. Alors lui, il a expliqué, Johnny, qu'en réalité, lui, il avait aussi un projet professionnel. Dans le sens où il allait s'associer avec son beau-père qui était carrossier, qu'il allait devenir gérant du garage et que ça allait lui procurer des revenus supérieurs à ce qu'il avait à ce jour. Mais cet argument ne convainc pas le juge d'instruction, persuadé que Geoffrey et Johnny sont bien tous les deux complices du meurtre de Madame Bouvard. Alors le 12 février 2007, Geoffrey et Johnny sont conduits à Ladoix-Sérigny pour reconstituer le déroulement du meurtre. Et dès le départ devant le juge, leurs déclarations diffèrent. Geoffrey affirme qu'ils sont passés plusieurs fois en repérage devant la maison et que Johnny s'est garé à 50 mètres de là, ici, devant la gare. Johnny, lui, de son côté, a une autre version. Johnny soutient qu'en fait Geoffrey l'a conduit sur la commune, que Johnny ne savait absolument pas où il était, puisqu'il ne connaît pas cet endroit, que Geoffrey lui a donné l'ordre de se garer dans un chemin et de l'attendre. Et Geoffrey part à pied, voilà, et il ignore où va Geoffrey à ce moment-là. En réalité, Geoffrey se rend à pied chez sa grand-mère, pendant que Johnny reste dans la voiture. Il était dans ce chemin, il ne pouvait absolument rien voir. D'ailleurs, il n'a même pas su où allait Geoffrey. Lors de la reconstitution sur les lieux, la version de Johnny semble crédible. Geoffrey, de son côté, donne une nouvelle version sur la suite des événements. Il affirme qu'il n'a pas prémédité le crime et qu'il a agi sous le coup de la colère. Donc ils vont s'asseoir dans le salon, discuter de la famille, etc. Et sa grand-mère donc a voulu lui montrer et lui faire prendre connaissance d'une lettre de sa sœur. Et sa grand-mère donc aurait été amenée à parler de Marie-Madeleine, donc la sœur de Geoffrey, en des termes déplaisants. Et puis elle va critiquer sa sœur. Elle explique qu'elle va avoir des mots durs, elle va être méchante. Il explique qu'effectivement, il s'est énervé suite aux propos de Marcel Bouvard. Il se lève précipitamment et sa grand-mère tente de le retenir par le bras. À ce moment-là, il voit rouge. Et là, il la pousse. La suite ne varie pas. Geoffrey dit avoir achevé sa grand-mère avec le Jéroboam. Mais selon cette nouvelle version, le jeune homme aurait tué par haine et non cupidité. C'est sous le coup de l'énervement que sont produits les faits. Alors ça, c'était un scoop parce qu'il n'avait jamais parlé de ça. Au juge, Johnny indique qu'il a bien vu Geoffrey revenir au volant d'une voiture. Geoffrey, qui est au volant de la voiture de sa grand-mère, indique à Johnny qu'il va faire quelque chose, qu'il s'en va, qu'il faut l'attendre. Il part au fond du chemin et puis il revient à pied, naturellement, et il rejoint Johnny dans sa voiture. Contrairement à ce qu'avait affirmé Geoffrey, Johnny n'aurait donc pas mis le feu à la voiture. Alors Johnny a toujours été constant dans ses déclarations, il a toujours nié depuis le début et il n'a jamais varié dans ses déclarations. En revanche, Geoffrey, lui, n'a eu de cesse de se contredire et de changer de version. On finit effectivement par ne plus s'y retrouver.
Il se contredit, il change de version, il n'est pas crédible du tout. Je lui dis, on en parle, il le sait. Face aux contradictions de Geoffrey, le juge d'instruction décide de remettre Johnny en liberté en attendant le procès. Le 23 juin 2008, plus de 2 ans après leur mise en examen, le procès de Geoffrey, Johnny et Lucie s'ouvre devant la cour d'assises de Dijon. Pendant les débats, la cour s'intéresse peu à Lucie qui comparaît pour des faits mineurs. L'avocat général s'attache beaucoup plus au rôle tenu par Johnny qui est accusé de complicité d'assassinat. Au 2e jour du procès, c'est le coup de théâtre. Un témoin innocente complètement Johnny. Alors ce témoignage, c'est un codétenu de Geoffrey. Geoffrey va se retrouver avec une personne dans la même cellule à la maison d'arrêt de Dijon. Geoffrey va dire de manière très claire à son codétenu que Johnny l'a conduit ce jour-là chez Madame Bouvard sans connaître son projet criminel et qu'il n'est absolument pas impliqué. Il était juste au courant qu'il venait à Beaune pour acheter du shit, mais ça s'arrête là. Et en plus, Johnny n'a absolument pas brûlé la voiture. C'est Geoffrey qui a brûlé la voiture tout seul. Geoffrey aurait donc agi seul. Tout l'enjeu du procès est alors de savoir s'il a, oui ou non, prémédité le crime. Parce qu'il ne va pas chez Madame Bouvard au bout de 4 ans, sans l'avoir revue, et alors qu'il a besoin d'argent, et alors qu'il dit « je vais m'en procurer », et alors qu'il dit à Lucie 10 jours avant les faits « on va être riche, je vais me procurer de l'argent », on peut qu'imaginer une préméditation. Et pour appuyer cette thèse, l'accusation a un autre argument de poids, une paire de gants. Là, ce qui avait frappé les enquêteurs, c'est que lorsqu'il va voir sa grand-mère, il est porteur de gants. Quand même curieux, ça. Donc, ça c'est significatif. Ça veut dire qu'on ne veut pas laisser d'empreinte. Il y avait quand même de nombreux éléments qui laissaient à sous-tendre qu'il avait ce projet criminel. Mais pour sa défense, Geoffrey affirme qu'il a retiré ses gants en entrant chez sa grand-mère. Et que le fait de retirer ses gants, c'était sa façon à lui de renoncer à son projet criminel. C'est-à-dire que si ce projet existait, c'est pas nécessairement pour cela qu'il a finalement tué sa grand-mère. Au moment du meurtre, c'était vraiment de la colère qu'il avait, toute cette haine, cette rancœur qu'il avait contre Marcel Bouvard. Et selon les avocats de Geoffrey, cette haine envers Marcel Bouvard remonte à la plus tendre enfance, plus exactement au jour de la mort de son père. Et Geoffrey dit oui, mais à chaque fois qu'il allait voir Marcel Bouvard, elle lui servait de l'alcool, et il est mort d'un accident de voiture en sortant de chez Marcel Bouvard, et il était alcoolisé. En effet, le père de Geoffrey est ivre lorsqu'il sort de chez Marcel Bouvard ce 4 décembre 1990. Sur le chemin du retour, sa voiture percute un arbre devant le cimetière de la Douai-Sérigny. Il a très probablement tenu la grand-mère pour responsable de la mort de son père. Sa colère à l'encontre de Marcel Bouvard s'est figée à cet instant-là. Pour la défense, Geoffrey aurait donc agi sur un coup de sang et n'aurait pas prémédité son geste. Cette espèce de déchaînement irrationnel de violence, ça colle mal avec le crime préparé, avec les gants qu'on enfile, etc. Vous comprenez ? En plus, il prend pas d'armes avec lui. Seulement, cette démonstration ne convainc pas l'avocat général qui réclame contre Geoffrey 30 ans d'emprisonnement pour meurtre avec préméditation et 8 ans à l'encontre de Johnny pour complicité d'assassinat. Après 3 heures de délibéré, les jurés rendent leur verdict. Alors le verdict pour Johnny, en tout premier lieu, c'est l'acquittement. Donc effectivement, c'est la joie, le soulagement. Pour Lucie également. Quant à Geoffrey, les jurés le condamnent pour homicide volontaire, mais ils ne retiennent pas la préméditation. Le verdict tombe, 20 ans de prison. Bon, là c'était un peu juste, ouais. J'avais demandé 30 ans, j'en avais 20. Pour un assassinat d'une vieille dame qui était de la famille, je trouvais que c'était pas très cher payé. Alors surtout, je suis quand même très déçu que la préméditation n'ait pas été retenue. L'avocat général fait alors appel.
1 an plus tard, lors de son second procès, Geoffrey est condamné à 25 ans de réclusion pour assassinat. La préméditation a cette fois bien été retenue. C'était Enquête criminelle. Merci de votre fidélité et très bonne fin de soirée sur W9.